Bonjour Alain. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alain, tu es journaliste, tu es le fondateur de Orient 21, on ne te présente plus, et tu viens de ressortir un opus aux éditions Les Liens qui libèrent. Ça s'appelle Palestine, un peuple qui ne veut pas mourir. Je dis que tu le ressors parce que tu l'avais sorti il y a quelques mois maintenant. Voilà, c'est une édition de poche. Une édition de poche et actualisé, avec un premier chapitre, une préface que tu as rédigée pour l'occasion. Alors justement, entre le moment où tu l'as publié et aujourd'hui, comment est-ce que tu juges l'évolution de la situation dans ce territoire qui est la Palestine? Je crois qu'on peut difficilement la juger positive. C'est-à-dire que nous avons affaire, moi je suis convaincu, à un génocide en cours et qui n'a pas arrêté. Il y a eu une petite pause, mais même ça, le cessez-le-feu n'a rien changé. Et nous avons la poursuite de massacres, de fait d'affamer la population, de blocus, etc., etc. Et ce qui me frappe le plus peut-être, parce que dans la première édition, j'avais un peu dit que ce qui se jouait à Gaza, au-delà de l'avenir des Palestiniens, qui est évidemment une question majeure, c'est l'avenir de l'ordre international. Or, aujourd'hui, on peut constater que cet ordre international est en train de s'effondrer. Bien sûr, je veux dire, l'ordre international n'a jamais été basé totalement sur le droit. Mais là, on a une telle violation permanente du droit qu'on est fasciné quand même. Je veux dire, il y a quelque chose, c'est-à-dire, Israël signe un cessez-le-feu avec un certain nombre d'engagements, il décide de ne pas le tenir, personne ne lui en tient aucun. Ils étendent l'occupation du Golan. Il n'y a pas de réaction. Ils continuent à bombarder le Liban malgré l'accord qu'ils ont signé. Rien ne se passe. Et ils ont là-dessus l'appui américain et l'appui européen, je veux dire. Donc, si vous voulez, c'est à la fois le génocide qui se poursuit, mais c'est aussi le fait que les pays occidentaux, à des degrés divers, évidemment, c'est les États-Unis qui sont le plus impliqués, le cautionnent. Tu dis les pays occidentaux, mais on a pu voir notamment lors du vote d'une résolution à l'ONU il y a quelques semaines de cela, qu'il y a, je dirais pas un renversement, mais la question du soutien, les pays en gros qui auparavant pouvaient un peu plus soutenir le peuple palestinien, bon bah là il y en a un peu plus qui s'abstiennent. Un peu en parallèle, je me sens en parallèle avec la question de l'Ukraine. Sur la question de l'Ukraine, là c'est carrément, il y a la moitié maintenant des pays qui se sont abstenus sur une résolution condamnant l'agression de la Russie. Comment, au-delà de la question des pays occidentaux, est-ce que tu vois, tu notes une évolution dans la position des autres pays du monde, notamment des Suds? Mais si tu veux, le problème même des pays du Sud, le problème c'est pas de prendre position, franchement. Je veux dire, aujourd'hui on n'en est plus là. C'est pas seulement condamné. Alors c'est vrai qu'au départ, le Sud a condamné, alors que beaucoup de pays européens ne condamnaient pas la guerre contre Gaza, etc. Mais aujourd'hui, on n'en est pas là. Ça sert à rien de condamner. C'est le gouvernement français, il fait un certain nombre de déclarations. Il n'a pris aucune mesure pour arrêter le conflit, pour faire pression sur Israël, pour prendre des sanctions. Mais les pays du Sud non plus. Je veux dire, les pays qui se prétendent ou qui se réclament de la Palestine, que ce soit la Russie ou la Chine, ne font rien. Alors il y a eu des pays, je schématise, l'Afrique du Sud s'est engagée, il y a la question de la Cour pénale internationale, il y a des choses qui se font, mais par rapport... C'est vraiment, moi je dis, c'est le premier génocide du XXIe siècle, et c'est un génocide que nous voyons en direct, qui est filmé en direct par les victimes. C'est quand même extraordinaire. Le Rwanda, il a fallu des années pour savoir ce qui s'était passé. Il n'y avait pas le téléphone portable comme maintenant. Là, nous avons tous les jours. Et
hier, il y a eu des journalistes assassinés. Israël se vante d'assassiner des journalistes, se vante de bombarder des hôpitaux sous prétexte qu'il y a un dirigeant politique du Hamas. Ils détruisent tout un étage et ils tuent plusieurs personnes. Je veux dire, on est vraiment quelque chose qui ne suscite pas de réaction. Et d'après toi, quelle est la source de cette absence de réaction? Est-ce que c'est plutôt aller chercher du côté du racisme, de l'islamophobie, de la peur de ce que pourrait représenter le peuple palestinien, que l'on essentialise autour de la question du Hamas, que l'on considère comme terroriste? Ou est-ce que c'est, comme tu l'as dit en introduction, plutôt aller chercher du côté de l'absence de référentiel au droit international? Oui, mais cette absence de référentiel au droit international, en fait, quand on refera l'histoire sans doute, le point de rupture, c'est le 11 septembre 2001 et le déclenchement de la guerre contre le terrorisme. C'est à ce moment-là où les États-Unis ont légalisé le fait qu'on peut agresser un pays sans aucune raison, qu'on peut torturer des prisonniers, qu'on peut enlever des gens, etc., etc. Alors, l'évolution s'est faite après l'échec de l'intervention américaine en Irak, il y a eu un peu un retour, mais on voit bien que c'est ça qui est en train d'avancer, avec toute cette idée que le droit international, c'est-à-dire on a un discours qui n'est pas seulement interne à chaque pays, on le voit aux États-Unis, mais qui concerne le droit, c'est de dire le droit, ça nous empêche d'agir normalement comme le peuple le veut. Donc il y a là quelque chose qui me semble extrêmement grave, cet éclatement des normes internationales. Et bon, moi, quand j'ai fait la première version du livre, il y avait la décision de la Cour pénale internationale d'inculper Netanyahou, il y avait la Cour internationale de justice qui avait dit qu'il y avait des risques de génocide, mais ça ne débouche sur rien. Je veux dire, la France, qui se réclame du droit international, dit clairement que si Netanyahou vient en France, on n'est pas sûr de l'arrêter. Alors qu'on n'arrête pas de dire que la Cour pénale internationale, c'est la référence. Au moins, les États-Unis sont cohérents. Les États-Unis, ils ont toujours rejeté la Cour pénale internationale. Mais la France, elle prétend s'en réclamer. Donc là, il y a vraiment quelque chose. Alors, moi, je pense que, quand je dis le 11 septembre, c'est aussi pour dire, en fait, on est rentré depuis le 11 septembre dans l'idée qu'on est dans une guerre mondiale contre le terrorisme islamique. Et en gros, c'est le discours d'ailleurs Netanyahou est très intelligent, il sait très bien comment faire. C'est le discours de la guerre du monde judéo-chrétien contre les autres civilisations, le choc des civilisations. Et ça porte pour des raisons qui ne sont pas directement liées à la Palestine. C'est-à-dire en France, on voit que l'islamophobie est un des éléments qui fait que la mobilisation pour la Palestine n'est pas aussi forte qu'elle devrait l'être, et qui permet au gouvernement de réprimer de manière importante les mouvements de solidarité. Donc toi, tu penses que le discours qui est porté par Netanyahou de dire « nous sommes la pointe avancée de l'Occident, nous sommes le dernier rempart face à la vague arabo-musulmane qui pourrait déferler sur l'Europe » est quelque chose qui a un écho dans le monde occidental, tant et si bien que c'est une des raisons pour lesquelles certains ont dit qu'ils soutenaient inconditionnellement Israël, le gouvernement israélien, etc. Mais c'est un écho aussi avec un discours islamophobe qui existe partout, mais qui est particulièrement puissant en France. C'est-à-dire cette idée, le séparatisme, que nous avons un complot, etc., qui rappelle vraiment, c'est pas pour les comparaisons sont toujours problématiques, mais qui rappelle les années 30. Qu'est-ce qu'on disait des Juifs? Il y a un complot. Ils sont puissants, ils dominent le monde. Aujourd'hui, on vous dit il y a le complot des musulmans pour contrôler la République. Quand on voit le poids politique des musulmans en France, c'est rien, je veux dire. Et puis, il y a l'idée aussi que, finalement, c'est comme les juifs, c'est-à-dire vous êtes juif parce que vous êtes juif, parce que ça vient de l'héritage. Et il y avait une essentialisation des juifs, et aujourd'hui, il y a une essentialisation des musulmans. Et cette conjoncture fait que on voit bien qu'il y a beaucoup de mal à... Enfin, encore une fois, il y a beaucoup de mobilisation. Moi, je fais beaucoup de débats. Il y a énormément de monde dans les débats. Les gens sont indignés aussi de la manière dont les médias couvrent les choses, etc. Mais ça ne suffit pas. Je veux dire, on se rend bien compte. Comment est-ce qu'aujourd'hui tu juges le Hamas? Quel mot, quel qualificatif tu mettrais pour qualifier cette organisation? Moi, tu sais, j'ai toujours détesté le terme terroriste. Parce que pour moi, je veux dire, il n'y a pas d'organisation
quand vous dites une organisation communiste, elle a l'objectif du communisme. Quand vous dites une organisation terroriste, c'est quoi? Son but, c'est le terrorisme, ça n'a pas de sens. Mais, disons, pour prendre l'idée répandue, le terrorisme, c'est de s'attaquer à des civils. Ok, je veux bien accepter qu'il y a des attaques contre des civils. D'abord, à ce moment, il faut dire que ça ne s'applique pas seulement aux organisations. C'est qu'Israël est un État terroriste aujourd'hui parce qu'il a tué des milliers et des milliers de civils innocents. Donc ça, c'est une première chose. Donc, le Hamas, là-dessus, c'est pas une organisation sympathique, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est les Palestiniens. Il faut rappeler qu'ils ont gagné les élections libres qui ont eu lieu là-bas, pas parce que les gens voulaient un régime islamiste, mais parce que le projet proposé par le Fatah de 2 États avait échoué. Il avait échoué aussi par la faute des Occidentaux qui n'ont pas fait pression sur Israël. Quand tu dis ils ont gagné les élections, c'était il y a plus de 15 ans. Hein. C'est les dernières élections qui ont eu lieu. Mais ceci étant, tout le monde sait que s'il y avait des élections, ça serait en gros les mêmes rapports de force. Ils représentent 30-35% de la population. Donc pour moi, c'est une organisation de résistance et qui a commis des actes terroristes. Je veux dire, c'est pas très difficile. Mais le FLN était une organisation de libération nationale qui a commis des actes terroristes. Et pour être encore plus provocateur, le groupe Manouchian, qui était une organisation de résistance, il a attaqué des restaurants, des bordels où il y avait des civils et elle a tué des civils, et c'était quand même une organisation de résistance. Je veux dire, le concept de terrorisme permet de dire c'est pas seulement des ennemis, c'est le mal. Et on ne discute pas avec le mal. La réalité, c'est que les Israéliens n'arrêtent pas de discuter avec le Hamas. Je veux dire, et demain, on discutera avec les organisations que les Palestiniens se seront données. Alors justement, est-ce que tu penses que le Hamas est la juste organisation pour reconstruire demain la Palestine? Non, franchement non. Mais le Fatah non plus. Le problème, c'est que Israël a tué, il faut rappeler que depuis les années 60, Israël a tué des centaines de responsables palestiniens du Fatah, qui à l'époque c'était eux les terroristes. Il a cassé la possibilité de la société palestinienne de s'organiser, même pacifiquement. Et et ensuite, il faut aussi rappeler que dans le processus d'Oslo, Israël et les Occidentaux ont misé sur un pouvoir autoritaire. Et en fait, leur seule préoccupation, c'était qu'ils développent leur service de sécurité. Donc, les Américains ont formé les services de sécurité, etc., et créé un État une autorité palestinienne totalement autoritaire. La même chose de le Hamas. Et en plus, je pense qu'ils n'ont pas aujourd'hui de stratégie. C'est-à-dire, il faut reconnaître que le mouvement palestinien est dans une crise stratégique, peut-être la plus importante qu'il a connue depuis la défaite de 48-49. Comment elle va se réorganiser ? Franchement, ce n'est pas moi qui vais le décider, ce sont les Palestiniens, mais laissons les Palestiniens en décider. Et laissons-les libres de s'organiser. Il y a aujourd'hui plusieurs réunions internationales qui ont eu lieu dans différents pays, genre en Turquie, au Qatar, etc., pour essayer d'organiser la diaspora, qui a joué un rôle très important dans les mobilisations. Bon, de ça, il faut sortir avec un projet. Mais si tu me demandes aujourd'hui quel devrait être le projet palestinien, je ne sais pas. Puis c'est pas à moi de le faire, quoi. Revenons à la France, peut-être à l'Occident en général. Tout à l'heure, tu as été très sévère vis-à-vis des réactions de cet Occident qui, selon toi, ne prend pas de mesures à la hauteur du génocide en cours en Palestine. Est-ce qu'il y a aussi un problème lié à la mobilisation dans les pays occidentaux et tout particulièrement en France? Les manifestations en soutien à la Palestine, il n'y a pas grand monde, hélas. Non, c'est pas aussi important que ce mériterait, mais exactement. Il y a eu des choses. Et moi, je disais, je faisais des débats. Il y a énormément de gens dans le débat. Alors, pourquoi elle n'est pas aussi importante, en tous les cas, pas à la hauteur du génocide? À mon avis, pour 2 raisons. D'abord, c'est qu'il y a une vraie répression, et notamment on parle beaucoup de l'antisémitisme, et il faut dénoncer l'antisémitisme, mais je veux dire, aujourd'hui, ceux qui subissent le plus de discrimination, ce sont les musulmans. Et moi, je vois plein de gens qui viennent me voir après les débats, des musulmans au sens le plus large du terme, qui me disent « Merci, mais nous, on ne peut pas le dire ». Et même quand ils sont français, je ne parle pas encore de ceux qui ont un statut où ils peuvent se faire expulser. Donc là, il y a vraiment une question. Et puis, deuxièmement, le fait que le Hamas soit la force dominante, évidemment, c'est que dans un climat d'islamophobie,
fait que la mobilisation est moins forte qu'elle pouvait l'être. Mais bon, en même temps, n'idéalisons pas. Moi, je privilège de l'âge, j'ai connu toutes les mobilisations depuis 1967. Je veux dire, dans les années 67, 70, 80, il n'y avait pas l'islam, mais c'était très difficile de se mobiliser pour la Palestine. Donc, voilà. En Israël aussi, il commence à y avoir des mobilisations. On voit que la tentative du coup d'État permanent de la part de Netanyahou, qui s'accroche au pouvoir malgré sa corruption patente et sa politique de guerre totale et génocidaire à l'écart de Gaza, ça commence à énerver la population israélienne. Est-ce que tu penses que il faut attendre quelque chose du côté de cette société israélienne? Moi, en ce moment, je ne suis pas très optimiste. Disons, d'abord, je salue le courage des Israéliens qui se mobilisent, des groupes comme B'Tselem, l'Organisation de défense des droits humains, des journaux comme Haaretz ou 972, qui le font dans un climat terrible, je veux dire, vraiment de chasse aux sorcières. Maintenant, les mobilisations. Je dirais, il y a deux choses dans les mobilisations en Israël. Il y a sur la dénonciation du génocide à Gaza, il y a très peu de monde qui se mobilise. Mais c'est vrai que sur les otages, il y en a beaucoup plus, et contre Netanyahou, il y en a beaucoup plus. Alors, que les Israéliens se mobilisent pour l'état de droit en Israël, c'est très bien, pour la Cour suprême, pour des contre-pouvoirs. En même temps, il faut savoir que ces contre-pouvoirs sont avant tout des contre-pouvoirs pour les Juifs israéliens. Pas pour les Palestiniens. C'est la Cour suprême, la plupart des décisions qu'elle a prises sont toujours hostiles aux Palestiniens. Donc, c'est ça la limite, quoi. Aujourd'hui, il reste quand même une majorité de la population qui est israélienne, qui est très contente de ce qui se passe à Gaza. Alors, ceci étant, là où, comment dire, on peut avoir un élément d'optimisme, c'est que sur la terre historique de la Palestine, c'est-à-dire celle qui a été définie après la Première Guerre mondiale, il vit 8,5 millions de Juifs israéliens, 8 millions de Palestiniens. Il n'y a pas de solution possible qui ne prenne pas en compte les deux. Et l'idée qu'on va expulser même... Enfin, moi, ça ne me semble pas réaliste, ou bien on va dans un génocide total. Ils ont ouvert, pas plus tard que hier, un bureau de la rémigration en Israël. Mais ce qu'on a vu quand même, qui était frappant à Gaza, c'est que les gens rentrent chez eux alors qu'ils n'ont pas de chez eux, alors que tout a été détruit. Donc il y a un attachement à la terre. Mais de toute façon, on ne peut pas imaginer une solution qui ne prenne pas en compte cette réalité. Et à un moment ou à un autre, il faudra, je dirais, pour moi, c'est comme l'exemple de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, le pouvoir de l'apartheid a été battu par les sanctions internationales, par la lutte de l'ANC, etc. Et aussi parce que ça a provoqué des craquements importants dans la population blanche. Et à tous les niveaux, y compris les hommes d'affaires qui ne voulaient plus être boycottés, etc., etc. Et il faudra arriver à quelque chose, à un moment, à cette situation. Mais pour ça, je dis justement, c'est pour ça que les sanctions sont importantes. Il faut que les Israéliens comprennent qu'ils ne peuvent pas avoir l'occupation et une vie normale. J'ai une dernière question, Alain. Est-ce que tu as comparé avec l'Afrique du Sud? Il y a un personnage qui a été important, peut-être déterminant, c'est Nelson Mandela. Est-ce qu'un personnage du même type existe en Palestine? On pense notamment à Marwan Barghouti. Franchement, je ne sais pas. Mais, vous savez, ce que Mandela a pu le faire, les Palestiniens n'ont jamais eu l'occasion de le faire. Pourquoi? Parce que les rapports de force n'étaient pas les mêmes. Mandela et l'ANC disposaient du soutien à l'époque du camp socialiste, du soutien armé de Cuba, d'un mouvement de boycott. Personne à l'époque ne disait que le boycott c'était du racisme, etc., etc. D'une communauté internationale qui était quand même très très unie, etc. Les Palestiniens n'ont jamais eu ça, même dans les meilleures périodes. Et ça, c'est un problème. C'est pour ça que je dis que la pression sur Israël est un élément déterminant pour une solution. Et concernant Marwan Barghouti, je reviens à cette personnalité. C'est accessoire. Non, mais je t'en sais rien. Ce que je sais, c'est que les prisonniers... Alors, d'abord, il faut savoir, quand même, il faut rappeler, depuis le 7 octobre, les prisonniers sont incommunicado, ils sont battus. Le nombre de cas de torture et de morts sous la torture des prisonniers palestiniens est énorme. Mais
ce qui est vrai, c'est que les prisonniers politiques palestiniens, parce que ce sont des prisonniers politiques, est peut-être l'élément le plus structurant de la société palestinienne, dans lequel tout le monde travaille ensemble, le Fatah, le Hamas, etc., loin de toutes les autres divisions. Et effectivement, je dirais, au-delà même de Barghouti, ça peut être un des éléments qui, demain, s'impose pour une réforme de la société politique palestinienne. Excuse-moi, mais j'ai pas très bien compris ce que tu disais. Ça veut dire quoi? Dans quelle mesure tu dis que les prisonniers politiques pourraient participer de la refondation de la société à plusieurs reprises, ces dernières années, avant le 7 octobre, les prisonniers palestiniens ont signé ensemble des déclarations pour l'unité, pour une réforme de l'OLP, etc., etc. Donc il y a vraiment une structuration très, très importante. En plus, ils ont une autorité inimaginable dans la société palestinienne. C'est-à-dire ça, c'est parce que, bon, ils vivent dans des conditions épouvantables, et certains sont là depuis 10, 15, 20 ans, etc. Et on voit bien, quand ils sont libérés, la joie que ça provoque. Et c'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles, bon, personne ne peut être d'accord avec la prise d'otages, mais vous savez que dans les 250 otages qui ont été pris le 7 octobre, une partie a été prise par la population, qui voulait prendre des otages pour pouvoir négocier leurs proches. Merci beaucoup, Alain. Merci à toi.